Allez, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Algo Live BTC. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année. Nous sommes le 31 décembre 2025, vidéo visant donc à faire le point sur l'actualité et les prix du marché crypto. Comme chaque semaine, on va faire le point sur donc le marché crypto, sur Bitcoin et sur le contexte global. Et cette semaine, justement, il y a quelque chose d'important à dire, même s'il n'y a presque rien de nouveau sur la macro. Ok, on va s'attarder sur un point, vous allez voir, qui est hyper intéressant et qui va nous servir pour la suite comme formation. Donc d'un point de vue macroéconomique, sur les 2 dernières semaines, il n'y a rien de fondamentalement de nouveau, pas d'annonce majeure sur les taux, pas de choc inflationniste, pas de stress particulier sur la liquidité globale. Les marchés sont en mode fin d'année, ok, avec des volumes faibles, pas d'acteurs présents et une attention donc réduite compte tenu du fait où bien on est en famille, on se déconnecte des graphiques, on se déconnecte des plateformes, on profite, on est en vacances tout simplement, ok. Et vous allez voir que ce contexte-là est précisément celui dans lequel eh bien, certains abus deviennent possibles. Parce que regardez ce que je vais vous montrer comme seule et unique donnée de cette semaine, c'est que donc nous avons observé le Bitcoin qui a chuté aux alentours des 24 000 dollars. Donc aujourd'hui, il est aux 87 000 dollars. Mais sur Binance, sur une paire précise, le BTC USD1, sur un court laps de temps, en un claquement, en un clignement d'œil, un battement d'aile, un battement de paupières, eh bien le prix est passé de 87 000, 85 000 à 24 000 dollars avant de revenir, hop, comme par magie, à son prix initial. Ok, c'était sur la nuit du 24 au 25 décembre. Donc là, je vais pas vous cacher le terme, c'était purement une manipulation et vous allez voir en quoi c'est un acte extrêmement grave que je condamne même étant un acte criminel qui est donc fondamentalement interdit par la loi. Mais on va revenir dessus. Donc c'est ce dont aujourd'hui je veux vous parler. Voilà, ce n'est pas une figure technique, c'est pas une news macro, ce n'est pas non plus une simple volatilité du marché. C'est un événement extrêmement grave qui s'est produit dans la nuit du 24 au 25 décembre. Et en fait, ce qui s'est passé donc, c'est que voilà, le prix du Bitcoin est passé des 85 000, 90 000 à en un claquement de doigts, en un battement de paupières, donc aux 24 000 dollars. Donc cette chute-là, si vous voulez, ce qui est très particulier, c'est qu'elle n'est pas uniforme, elle n'est pas globale au marché. Elle est visible que sur une seule plateforme, ok, donc Binance. Elle est visible que sur une seule paire, la paire BTC USD1 de Binance. Et elle était accessible, elle était observable que si vous étiez connecté au moment donné sur Binance. C'est uniquement sur cette paire-là. Donc vous voyez, ce n'est pas un mouvement du marché qui est global. C'est on affine l'analyse, vous allez voir. Concrètement, en fait, ce que cela implique, c'est que sur un tel mouvement, en passant des 85 000 à 24 000 dollars, eh ben, tous les effets de levier se sont fait liquider. En fait, c'est simple. Soit vous êtes en spot un pour un, vous n'êtes pas sur le marché dérivé, vous êtes sur le marché spot, on l'a un petit peu vu. Donc là, vous étiez sauvé, ok. Le portefeuille a varié, a varié si vous voulez. Même pas, votre portefeuille n'a même pas varié si vous étiez en spot. En fait, vous étiez simplement impliqué sur ce mouvement-là si vous étiez sur le marché dérivé avec les effets de levier sur cette paire de Bitcoin bien précise. Et donc, tous les effets de levier supérieurs à 1,3, vous voyez, moi je vous avais parlé d'effets de levier de 100, de 50, de 30, de 20 qui sont donc des effets de levier risqués, et ben, même le plus petit des effets de levier, un effet de levier inférieur à 2, donc l'effet de levier lui-même 2, il était pris, mais jusqu'à l'effet de levier 1,3. Ok, qui avait donc un prix de liquidation à 25 500 dollars. Bon, ben là, le prix, il est allé aux 24 000. C'était un acte délibéré pour éjecter tous les intervenants acheteurs sur cette paire ici, BTC USD1 de Binance. Ok, peu importe votre expérience, peu importe votre gestion du risque, peu importe votre prudence, si vous étiez en dérivé sur cette paire, vous avez été liquidé. Donc, il faut être clair sur un point. Ce qui s'est passé là n'est pas une erreur technique, ce n'est pas une mèche due à la volatilité, ce n'est pas un manque de liquidité classique, même si justement ils ont profité du manque de liquidité, ils ont profité de l'absence des intervenants, ils ont profité du côté des connexions, qu'il n'y ait personne, pour donc timer. Parce que le timing est parfait. Nuit de Noël, marché désert, utilisateur absent. Le ciblage, lui, est également précis. C'est une seule paire unique qui a été l'objet de ce mouvement sur une seule plateforme. Ok.
L'objectif, le résultat était donc évident, c'est ce que je vous ai démontré, ce que je vous ai expliqué, la liquidation totale des positions à effet de levier, tout simplement. Quand le timing, le ciblage et le bénéficiaire, donc Binance, s'alignent aussi parfaitement, en fait, on ne peut pas parler de hasard. On parle vraiment de manipulation et de criminalité. Cette chose-là, il faut appeler les choses par leur nom. C'est de la manipulation. C'est interdit par la loi, y compris dans l'univers crypto. Binance vont se faire retoquer par rapport à ce mouvement-là. Ils vont devoir justifier ce qui s'est passé. Ils vont payer une amende, tout simplement. Donc ce qui s'est passé, selon moi, c'est un acte délibéré, criminel, avec l'intention donc claire de nuire aux utilisateurs. La volatilité n'excuse pas la manipulation. Okay, le fait que ce soir-là de Noël manquait de volatilité, manquait d'intervenants, bah, ça n'excuse pas le fait que Binance ait fait un tel mouvement, ait engendré un tel mouvement sur le marché. Et la genèse d'un marché, en l'occurrence celui des cryptos, n'excuse pas non plus le crime. On a beau être dans un peu... On a beau, certes de moins en moins, on l'est toujours encore un petit peu dans le Far West, dans le bac à sable, mais ça n'excuse pas parce qu'ils sont régis par les mêmes lois que les marchés traditionnels. Donc il y a beaucoup de non-dits, si vous voulez, dans les marchés financiers globaux. C'est vrai dans les marchés traditionnels, mais c'est encore plus vrai dans les cryptos. Les plateformes centralisées, qu'on parle de crypto ou même d'actifs traditionnels, elles détiennent un pouvoir énorme. Elles détiennent toutes les données. Elles voient les positions, elles voient les leviers, elles voient les niveaux de liquidation. C'est comme ça que Binance a opéré sur cette devise-là, sur cette paire-là. C'est qu'elle s'est dit, si je frappe maintenant avec ce niveau d'intensité sur cette paire-là, je vais gagner tant. Le calcul a été simple. Et donc, ils ont une vision, Binance et toutes les autres plateformes ont une vision que les utilisateurs n'ont pas. En tant que, et tant que les régulations, si vous voulez, la régulation n'est pas complète, elles ont aussi le pouvoir donc, qui est énorme. C'est un peu comment on appelle ça, vous savez, quand il y a un intérêt, euh, c'est un peu paradoxal, si vous voulez. Ça ne devrait pas exister. Mais pour autant, on ne peut pas faire autrement. C'est normal que ces plateformes aient la vision d'ensemble du marché de leur intervenants, mais ce qu'elles n'ont pas le droit, c'est d'en tirer parti, d'en tirer des bénéfices en agissant contre l'intérêt de leur plateforme, de leurs utilisateurs de cette manière-là. Donc il faut comprendre une chose. L'aventure crypto a qu'une quinzaine d'années. C'est extrêmement jeune à l'échelle des marchés financiers. Les régulations arrivent progressivement, elles arrivent souvent après les abus. Elles arrivent souvent après les scandales. Et ce que nous vivons aujourd'hui ressemble au début des marchés financiers traditionnels. C'est encore, et en grande partie, le Far West. Donc, il n'y a que 15 ans d'expérience sur le marché des cryptos et ces plateformes-là jouent un peu sur cet effet borderline. Mais oui, mais on ne l'a pas dit, on ne l'a pas encore vu, c'est nouveau. Ah, oups, pardon, on n'avait pas encore compris qu'on était régi par les mêmes règles, par les mêmes lois que le marché traditionnel. Ok, ils se foutent un peu, voilà, ils jouent au jeu du con un peu. Donc, le message que je veux vous faire passer n'est pas un message de peur. Ok, vous devez pas, il n'y a aucune raison de fuir Binance, de privilégier Binance à une autre plateforme, même si en soi, il faudrait le faire. Binance, ils sont un petit peu, c'est des requins, ils sont un petit peu criminels dans leur agissement, même si donc c'est la plus grosse plateforme au monde. Il y a d'autres plateformes qui sont plus soft vis-à-vis de ce genre d'activité. C'est plus un message de lucidité que je veux vous transmettre, que je veux vous donner. Les traders de dérivés sur une plateforme centralisée, trader des dérivés sur une plateforme centralisée, ce n'est pas neutre, ce n'est pas sans contrepartie, ce n'est pas sans risque. Voilà, il faut savoir qu'ils ont toutes les informations de vos actes. Ce genre d'événement se reproduira. Peut-être ailleurs, peut-être différemment, mais il se reproduira. Donc, pour clôturer cette donnée-là, si vous voulez, ce n'est pas une raison de quitter la crypto, c'est une raison de mieux comprendre l'environnement dans lequel on évolue et peut-être prendre conscience que les plateformes centralisées, bah, elles sont pas si cool que ça, elles sont pas si bien que ça. Il va peut-être falloir migrer vers des plateformes qui sont donc décentralisées, telles que Hyperliquid. Là, on est le 31/12. Je fais le lien aussi avec une autre donnée macro. C'est qu'au 1er janvier, à partir du 1er janvier 2026, toutes les transactions sur les plateformes centralisées vont être enregistrées et transmises au fisc français.
Donc si vous opérez sur Binance, une raison de plus de quitter les Binance, c'est une raison de plus de quitter les plateformes centralisées, eh bien, ce sera comme pour les plateformes traditionnelles. Celui qui a rien à cacher, il aura rien à cacher. Mais en revanche, ceux qui veulent s'exonérer de toute déclaration, vous n'allez plus pouvoir le faire par le biais de Binance parce qu'ils vont tout communiquer. Il y avait un projet de loi qui visait à taxer les bénéfices non réalisés. Donc vous avez ouvert une position acheteuse sur Bitcoin pour 100 $, vous en êtes à 200 $, les 100 $ de bénéfices, le fisc français pourrait considérer un jour ou l'autre que c'est du bénéfice réalisé, que donc vous êtes taxé à 30% dessus. Voilà, vous n'avez même pas encore clôturé votre trade, que vous êtes déjà taxable. C'était une proposition de loi sur le projet 2026 qui n'est pas passée, mais qui en fait pourrait être plus tard reproposée et donc applicable par le biais de cette communication. De cette communication, regardez, je vais vous montrer, de la communication entre les plateformes. Comment je pourrais appeler ça? Tac, loi crypto UE 2026. Le fisc aura accès à toutes vos transactions en crypto, même de vos comptes à l'étranger. Voilà, à partir du moment où ils sont conformes à la réglementation MiCA, parce que s'ils ne le sont pas, ils n'ont pas le droit d'opérer en UE. Donc s'ils ne le sont pas et qu'ils n'opèrent pas en UE, vous ne pouvez pas y avoir accès. Et là, ça concerne vraiment, donc le DAC 8, là, le DAC 8, ça concerne vraiment les plateformes centralisées. Donc ces plateformes centralisées, vu que c'est un peu l'une de leurs fonctions, c'est qu'elles ont accès à toutes les données. Et donc elles vont les transférer au fisc. Voilà, Algolife, il a fait une transaction ce jour-là, il a gagné tant, ouais, c'était Algolife, il a fait une transaction, hop, 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 hop. Et donc, un projet de loi qui a été, certes, n'a pas été voté, n'a pas été voté, pourra être reconduit plus tard et potentiellement être accepté. Et donc tous les bénéfices latents, comme ça, non déclarés, toujours en crypto, pourront être taxés peut-être un jour ou l'autre. Ça va dans le sens, si vous voulez, de cette communication avec le fisc. Ils auront accès à tout ça. Bon. En fait, tout ça, ce n'est pas pour faire peur et vous inviter à quitter la crypto, c'est pour vous sensibiliser et vous faire mûrir et donc que vous ayez une meilleure compréhension de comment les choses évoluent. C'est vrai que moi j'y réfléchis de plus en plus, surtout que là on est sur la deadline à partir du 1er janvier 2026, c'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier 2026, ils vont enregistrer les données pour peut-être les utiliser, pour les exploiter plus tard, ultérieurement. Mais demain, ils commencent à enregistrer les différentes transactions. Donc c'est vrai que jusqu'à ce soir minuit, idéalement, il faut sortir de Binance, aller vers des plateformes comme Hyperliquid. Là aussi, il y a un risque, c'est des plateformes jeunes, rien n'est garanti. Donc c'est assez problématique. Bon. Voilà, c'est être informé et donc être moins vulnérable, c'est l'objet de ce passage-là. Allez, passons maintenant sur l'analyse du prix. Il y a quelque chose de hyper intéressant que je vais vous faire part, dont je vais vous faire part. Donc, c'est probablement l'analyse la plus importante du moment, ok, que je vais vous donner. Nous sommes le 31 décembre, demain nous serons le 1er janvier 2026. Et ce que ça signifie techniquement, c'est une chose très simple mais fondamentale. Nous allons clôturer une bougie annuelle et en ouvrir une nouvelle. Donc qu'est-ce que ça signifie? Regardez. Bougie annuelle. Hop, j'espère que vous avez toujours le smile. Et ouvrir une bougie. Clôturer une bougie annuelle et ouvrir une nouvelle bougie annuelle. Donc ici, vous avez l'évolution du prix de Bitcoin depuis sa création en 2009. Et chacune de ces bougies, c'est l'évolution du prix sur un an. Donc, vous voyez, donc quand c'est vert, ça monte. Quand c'est rouge, sur un an, ça a baissé et vice-versa. Ok. Et donc là, aujourd'hui, nous allons clôturer cette bougie-là. Je vais un petit peu... Tac. Nous allons clôturer cette bougie-ci. Celle-ci là. Ok, qui est toute petite, qui en vérité, donc l'année 2025, c'est une année où le prix a plutôt stabilisé, même si nous avons établi un record au 4e trimestre de l'année 2025. C'est une année qui, certes, est un petit peu exceptionnelle, puisque, comme vous pouvez le voir, les troisièmes années de hausse, 1, 2, 3, bougie explosive, 1, 2, 3, bon, on a quand même une bougie qui était verte, mais là, cette bougie est rouge. Cela n'enlève en rien le caractère cyclique du Bitcoin, à savoir qu'on a fait le top
du marché sur le 6 octobre 2025. Donc on a suivi la logique du marché haussier et donc la cyclicité du Bitcoin, mais cependant, le quatrième trimestre a ravalé tout l'exercice de l'année 2025. Voilà ce que ça nous dit. Rien de plus. Ce n'est pas quelque chose d'alarmant, c'est quelque chose de nouveau, c'est exceptionnel sur le marché des cryptos, d'avoir seulement 2 années consécutives positives, une troisième année qui au final se clôture en négatif, mais il faut la nuancer, il faut regarder qu'entre-temps, au milieu, on a fait le record, on a respecté le timing, on a respecté la règle. Ok. Donc nous, ce qu'on attend par rapport à notre scénario, c'est une année 2026 rouge, sanglante, comme celle-ci. Ok, rouge ici, rouge ici, rouge ici. Pourquoi? Parce que 1, 2, 3 hausse, 1, 2, 3 hausse, 1, 2, 3 hausse, même si on la clôture en baisse. J'espère que vous me comprenez. Donc, année rouge. Et en fait, ce que je vais vous amener, c'est qu'une bougie annuelle, comme toutes les bougies japonaises, a un prix d'ouverture. Donc, pour une bougie haussière, le prix d'ouverture, il est là. A un prix de clôture qui est donc ici. Et entre les deux, il y a des mèches. Mèche en haut, et là, il n'y a pas de mèche, mais en tout cas ici, mèche en haut, mèche en bas, mèche en haut, hop, mèche en bas. Vous voyez le petit trait qui dépasse, c'est ce qu'on appelle une mèche. Et les bougies baissières, donc vous voyez, hop, pardon, elles ont donc leur prix d'ouverture, leur prix de clôture, et entre les deux ici, il y a des excès. Excès à la hausse, excès à la baisse. Excès à la hausse, excès à la baisse. Là, il y a eu un micro excès à la hausse, on le voit, le petit bitonio qui dépasse, et un micro excès à la baisse. Qu'est-ce que je m'attends? Je m'attends à respecter la même règle. Ok. Je m'attends à respecter la même règle. À avoir une mèche. Donc à avoir une bougie qui a un corps complet rouge, mais avoir un petit excès à la hausse et un petit excès à la baisse. Ces mèches-là représentent donc des excès, des emballements, des phases de panique ou d'euphorie, et surtout des mouvements temporaires, des mouvements qui ne durent pas. Ça peut être un rebond technique. Chose que, je vous le rappelle, on attend. On attend ces moments-là. Je vais revenir. Vous allez voir, on va y revenir. Donc, historiquement, une bougie annuelle a très peu de chances d'ouvrir à un extrême, même si, hop, ici on a ouvert à un extrême de baisse, donc on a fait qu'une seule direction, c'était la hausse. Ok, on a eu d'autres endroits ici, on a clôturé un extrême, ok. Donc elles ont peu de chances, vous le voyez sur l'historique, d'ouvrir et de clôturer à des extrêmes. En général, il y a toujours une latence entre le prix d'ouverture et le prix de clôture, il y a toujours une latence, on vient chercher des petits excès, ok. Donc elles ont peu de chances d'ouvrir un extrême, de partir dans un seul sens et de ne jamais revenir tester d'autres niveaux. D'autres niveaux. Donc que l'année soit haussière ou baissière, le prix a presque toujours tendance à monter à un moment donné, baisser à un autre et laisser des mèches. Voilà. Ok, monter à un moment donné, baisser à un autre et ça laisse des mèches par rapport à la performance globale de la bougie. Ok. Si la bougie est verte, à un moment donné, on aura baissé, ça dessine la mèche du bas, la bougie sera donc temporairement rouge. Hop, on revient au prix d'ouverture et on passe en vert, on remonte. Donc c'est ce qui se passe ici, hein, vous voyez, on a ouvert la bougie ici, je prends ici, c'est plus flagrant. La bougie était en vert temporairement sur cet espace-là, puis on est revenu au prix d'ouverture, et puis on a enfoncé, on est allé plus loin là, puis en fait elle a corrigé, elle s'est clôturée là. C'est ce qu'on s'attend. C'est ce qu'on attend dans cette logique-là, d'avoir ce phénomène de mèche. Nous, on projette une bougie baissière, ok, une bougie rouge, une bougie bien épaisse comme celle-ci ou comme celle-là, ok. Et on anticipe une ouverture de bougie, une ouverture d'année avec un méchage. Donc c'est là-dessus qu'on va se positionner pour cette ouverture d'année. Et c'est là que c'est très important. Sur une année de baisse, on observe très souvent un phénomène récurrent. L'année n'est pas baissière du 1er janvier au 31 décembre de manière linéaire. Très souvent, l'année commence par un rebond ou par une phase haussière temporaire avant que la tendance baissière de fond ne s'installe réellement. C'est ce qu'on voit sur les bougies. Okay, c'est ce que je vous ai montré. Donc autrement dit, une année peut être négative en clôture, donc baissière sur le papier, mais positive en performance latente à un moment donné, parfois pendant plusieurs semaines, parfois pendant plusieurs mois. Okay. Par rapport au scénario, je reviens, je vais commencer à zoomer. Demain, on ouvre une nouvelle bougie annuelle. Tac. Ok. Donc demain, là, on va ouvrir une nouvelle bougie. Une bougie qu'on attend donc baissière en performance absolue, mais qui statistiquement, à un moment donné, notamment au début, sur le premier trimestre notamment, aura des chances d'être verte. Ok, aura des chances d'être en hausse, ce qui rejoint
Pour rappel, notre scénario précédent, on va revenir. Donc, dans le scénario que nous travaillons actuellement, nous attendons à une année globalement baissière. Mais ça ne veut pas dire que le marché va baisser en ligne droite dès demain, ni que janvier va être rouge immédiatement, ni que les prix va immédiatement partir. Au contraire, statistiquement et historiquement, le début d'année est très souvent sur un point de déclenchement de tendance ou alors sur un rebond technique, soit une phase de respiration du marché. Ok, début d'année, soit on déclenche une tendance franche et nette du marché, soit on fait un petit rebond et on ravale derrière. Ok, donc c'est un mois qui est particulier. Une nouvelle bougie annuelle, de nouveaux flux, des repositionnements de portefeuille, souvent un reset psychologique des investisseurs. On part sur une nouvelle année, une année blanche, allez hop, on commence quelque chose. Donc, c'est un mois janvier de rebond, c'est un mois de piège, mais rarement un mois neutre où il se passe rien, si vous voulez. Soit on déclenche une tendance, soit on fait un rebond en janvier. Et c'est pas au 1er janvier, ça peut être première semaine de janvier, aux alentours du 16 janvier ou vers le 23 janvier, vers le 20 janvier, que les choses peuvent se déclencher. Ok, mais en tout cas en janvier, mi-janvier, on peut s'attendre à avoir un rebond. Donc, ce qu'on attend, c'est une phase où le marché peut redevenir temporairement positif. Donc, ouverture de l'année, on est temporairement positif. Donner l'illusion d'un retournement sur un prix psychologique des 100 000 dollars que j'avais précédemment détaillé, avant que la réalité de la tendance de fond ne reprenne le dessus. Tendance de fond qui reprenne le dessus. Et donc, d'enclencher un prochain mouvement baissier. C'est exactement comme ça que l'historique se construit. Ok, donc, je vais me détacher de mes notes parce que c'est vrai que j'ai pris pas mal de notes pour être le plus concis possible pour vous. Là, nous, hop, je passe en daily pour avoir plus de données. Nous, en fait, voilà. Je vous l'ai expliqué plusieurs fois dans les vidéos. Je vais mettre ma tête parce que c'était pas sexy de me voir lire. J'ai lu là tout ce temps-là. Maintenant, je ne lis plus. Et je vous dis comment ça va se passer. On s'attend, donc, du point de vue du scénario, 2026, rouge. Donc, les prix que nous avons là, ce ne sont pas les prix les plus bas. Ce sont les prix, on va avoir des prix qui sont donc beaucoup plus bas. Et je vous avais donné la zone des 40 000 dollars. Ok. Cependant, et c'est une zone de prix qu'on va atteindre au cours de l'année 2026, plus particulièrement vers la fin d'année 2026, octobre 2026, novembre 2026. Le marché ne monte pas et ne descend pas en ligne droite. Il fait des steps, ok. Il baisse, il stabilise, il peut venir rechercher un plus haut avant de repartir. C'est là-dessus qu'on se positionne. On cherche premièrement à suivre la règle de la cyclicité de Bitcoin qui s'est donc terminée au 6 octobre dernier. Les 3 années de hausse. Qui dit 3 années de hausse nous annonce par la suite une année de baisse. Très bien, on vient d'enclencher l'année de baisse. Pour l'instant, on est bon. Une année de baisse ne se fait pas en ligne droite. Il y a forcément un moment donné où on fait un rebond. On attend ce rebond. Un rebond qui va donc nous servir de validation de la transformation de cette moyenne mobile, de support, du passage de ce support, de cette moyenne mobile en support à résistance, qui est donc sur, vous voyez aujourd'hui elle est là, mais on peut très bien la dépasser. On a un niveau des 100 000 dollars. Ok, un niveau qui correspond à une structure technique, un niveau psychologique et à la moyenne mobile. Donc la deuxième règle, si on ne monte pas, on ne descend pas en ligne droite, on va venir rechercher. Okay. Ce qui vient compléter avec l'analyse de la bougie annuelle, que nous on attend qu'elle soit donc négative, mais temporairement positive. J'espère que vous me suivez. Et étant donné qu'on vient compléter 3 cases, la case de la cyclicité, la case de la bougie annuelle, la case du retest logique, eh bien, ce niveau-là, cette attente-là, ce niveau-là, on peut s'attendre donc vraisemblablement en janvier, courant janvier, ce rebond-là, qui va se faire en janvier, soit au début, soit au milieu, soit à la fin. En tout cas, janvier, nous allons avoir un retour probable aux 100 000 dollars, qui ne devra pas donc dépasser les 107 000 dollars, pour conserver cette logique ici de tendance, hop, baissière, avec des sommets de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas. C'est ça qu'on définit comme une tendance baissière. Le prix chute, ok. Pour conserver cette tendance baissière, on ne doit pas revenir chercher sur un mouvement impulsif haussier, ok. Rechercher ici ce niveau-là. Voilà. Donc moi j'ai défini la zone, cette zone de ce rebond technique, ce rebond de début d'année, ce rebond qui va nous servir à chercher un nouveau sommet local, ok, pour continuer
dessiner la tendance. Et ce rebond qui va nous servir aussi de dessiner la mèche de l'année 2026 baissière. Cette mèche positive qui va ensuite être réabsorbée pour s'enfoncer. C'est dans cette zone-là que moi je m'attends. Voilà. Donc je viens reconfirmer tout ce qu'on s'est dit précédemment sur toutes les vidéos en ajoutant la donnée la donnée annuelle de la bougie qui forcément a de fortes chances de nous dessiner une mèche positive. Ok. Donc concrètement, nous avons quoi? Nous avons, regardez, nous avons ça qui est plutôt beau et propre. Donc on peut le dessiner de cette façon-là, on peut le dessiner peut-être de cette façon-là pour respecter l'alignement de ces deux sommets-là. L'intérêt quand on prend des résistances, c'est d'avoir un maximum de données. J'ai une donnée là, j'ai une donnée de clôture ici. Regardez, si je pars en clôture, paf, je l'ai là. J'ai la donnée, alors, hop, je vais faire les choses propres. Une donnée là, une donnée, tac, tac, ici, et en fait, on a fait l'appui là. Donc, comme je vous l'avais dit il y a 2 semaines ici, que prendre un trade là pourrait être intéressant pour chercher le plus haut, en fait, il se pourrait également que ouvrir un trade acheteur là soit toujours d'actualité. Soit toujours d'actualité pour toujours aller chercher cette zone là entre les 100 000 et les 107 000 dollars. Ok. Donc il y a une première opération, c'est de ce prix là, d'ouvrir un trade. Ok, de ce prix-là et d'aller chercher minimum les 100 000, maximum, voilà, je vais mettre aux 105 000, ok, qui nous donne un ratio de 6. Je vous rappelle, j'ai une perte ici et je prévisionne de gagner 6 fois le potentiel de ma perte, ok. J'ai 6 pour 1. 1 de perte, 6 de gain. Donc il faut être à minima un ratio de 2, supérieur à 2, supérieur ou égal à 2. Donc pourquoi j'ai mis ce stop là? Parce qu'on a voilà, le précédent plus bas là. Pour affiner, je vais passer en bougie. En fait, les bougies elles vont bien plus bas. Moi, ce que je vous invite, c'est ça, de conserver en fait. Parce que ce niveau, hop, pardon, ce niveau-là que j'ai donné, en fait, il est basé sur ce point bas-là, ce pic ici baissier. Ok. Mais si je passe en bougie, je vois qu'en fait, il coïncide avec cette mèche-là. Je vais plus la faire coïncider avec la mèche, ici, légèrement, tac. Parce que ça nous inverserait la tendance qu'on est en train de dessiner. Vous voyez, nous avons une micro-tendance là qui semble être haussière, avec un plus bas plus haut, un autre plus bas plus haut. Nous avons un sommet là, un sommet plus haut, un autre sommet plus haut. Bon, bah, le prix, là, il est en train de remonter. C'est ce qu'on avait vu, c'est ce qu'on appelle, par rapport à la configuration, un bear flag. Je vais plus le dessiner de cette façon-là. On peut faire les choses comme ça. Et on peut faire les choses comme ça. Ok, le prix est en train de grimper. Donc, s'il vient casser ce support, en fait, on invalide cette figure et on peut se baser là-dessus. On peut prendre un trade là-dessus. On se conforte, on a des données qui sont là-dessus. Ok, et on a également, je ne vous l'ai pas montré, mais je vous le dis, je vais vous le montrer quand même. Je fais souvent ça dans les vidéos. On va en parler plus tard, mais on en parle maintenant. Hop, on a le RSI, le momentum, en weekly, qui est très bas, sur des niveaux, regardez, je vais vous le montrer. Alors attendez, laissez-moi vous exposer les choses. Tac, ok, on est à ce niveau-là. Regardez où nous sommes au niveau du momentum. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le momentum, le RSI, c'est la force relative de l'indice. Autrement dit, est-ce que son intention, est-ce que son impulsion, l'impulsion du marché, est-ce qu'elle a une tendance, haussière? Est-ce que c'est une force active haussière ou est-ce qu'au contraire on est en train de perdre de la force et qu'on devient une force active baissière? Ok. Ce que nous avons, c'est nous avons le prix qui perd de l'intensité. Vous voyez, le prix, il perd de la force brute. Il perd de la force brute. Ok. Et quand on perd de la force brute, vous le voyez ici. À force de perdre de la force brute, là, tac, on perd de la... À force de perdre de la force brute, eh ben, on a un mouvement à la suite duquel, ok, on a un mouvement qui derrière est baissier. Ok, donc là, on perd de la force brute et c'est ce qui vient conforter
mon année 2026 de baisse. Et en fait, aujourd'hui, on se situe sur des niveaux qui étaient donc des niveaux de bottom. Regardez, je me décale ici. Nous sommes à ce niveau-là. Et bien en fait, la dernière fois que nous avions été, on était en train de rentrer dans un niveau de bottom. Ok. Ok. Ici, pareil, on l'a passé ce niveau au niveau du Covid. Là, pareil, nous étions en dessous de ce niveau, là, au niveau du bottom. Là, pareil, on était sur ces niveaux. Ben là, on s'apprêtait à dessiner les bottoms. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on est enfin en milieu ou en fin de tendance baissière? Est-ce que sur une prévision de baisse comme celle-ci, ou de baisse comme celle-ci, ou encore de baisse comme celle-ci, vous avez l'impression qu'on a fait au moins le milieu du taf? Ah, on est vraiment au tout début, on est quelque chose comme là, quoi. On est quelque chose comme là, on est quelque chose comme ici, quoi. Il nous reste encore quasiment un an. Donc, est-ce qu'il est concevable qu'on s'éternise sur cette zone-là? Non. En fait, il y a de fortes chances que ça vienne compléter cette intention du rebond technique du début d'année, qu'on ait donc un Bitcoin qui rebondisse. Ok. Un Bitcoin qui veuille donc rebondir. Voilà. Donc il va rebondir dans une moindre mesure. Ok, il ne va pas nous enclencher un super mouvement. En tout cas, c'est le point de vue de mon scénario. On se donne rendez-vous donc aux alentours des 105 000 $, entre les 100 000 et 107 000 $. Sur les altcoins, ça va se répercuter comment? Ça va se répercuter sur un mouvement qui soit, selon les actifs, qui sera peut-être plus important, d'autres moins importants, mais elles vont globalement suivre la même tendance, au lissage. Pour vous, ce sera l'occasion, si vous croyez, si vous faites confiance à mon scénario, ce sera l'occasion de sortir, de couper toutes vos positions, parce que ce dernier repli-là, sur mon scénario, par rapport à mon scénario, ce sera la dernière chance de sortir. Ce sera la dernière chance de sortir. Voilà, ce sera la dernière chance de sortir. On va faire notre point là. Moi, ce que j'attends après, c'est de s'enfoncer, les gars. Mon écran, il n'est pas assez profond, hein. Je vous donne rendez-vous en dessous des 50 000 $, dans la zone des 40 000 $. Donc, vers octobre, ok? Donc, si vous êtes prêt à garder votre portefeuille, vos actifs sur ce risque-là, grand bien vous fasse. En attendant, moi, je me suis complètement sorti pour l'instant. Et j'aimerais driver cette suite-là de marché. Je vais la driver. Pourquoi là, j'envisage d'ouvrir une position short à ce niveau-là, d'un montant de 10% de mon portefeuille. Je vais miser 10% de mon portefeuille. Donc, une position. Donc, je ne vais pas risquer 10%. Je vais ouvrir une position d'un montant de 10% de mon portefeuille. Mais, selon avec un prix de sortie au 116 000, je vais même pouvoir être, voilà, les 120 000, ok. Mon prix de sortie, 120 000. Mais est-ce que ça veut dire qu'au 120 000, je vais perdre 100% de ma position? Non, non. Au 120 000, je vais accepter de perdre. Regardez, je vais vous faire un calcul. Regardez, je ne sais pas si vous commencez à voir. Là, j'ai 14%, allez, j'ai un 15%. Ok. J'ai 15% de hausse. Euh, Avec un effet de levier de 10, je serai liquidé à 10%. Avec un effet de levier de 5, je serai liquidé à 20%. C'est pourquoi, sur ce trade-là, mon effet de levier sera en dessous de 10, proche des 5. Pour ne pas liquider 100% de ma position. Donc je vais mettre une position de 10% de mon portefeuille, mais au final, ce sera quelque chose comme 5, 6, 7% de mon portefeuille qui sera véritablement mis en jeu, parce qu'un effet de levier de 5 sur une position si longue, c'est pas déconnant, un effet de levier de 5 me donne un prix de liquidation à 20%, à plus 20%. Si je l'ouvre donc aux 103 000, je serai liquidé en touchant les 124 000 $. Donc en fait, on sera en train de faire un plot historique. Donc ce serait complètement logique. Complètement logique. Ok. Hop, moi autrement dit, mon trade me dit, bah tu te fais sortir, enfin tu te fais totalement liquider, je veux dire,
au nouvel ATH. Mais moi, je me sécurise, je suis pas idiot. Je sais que le signal du nouvel ATH, on l'aura quand eh ben, le Bitcoin déjà sera aux 115 000. 115 000, 118 000. 118 000, moi, ça me paraît bien. Le signal du nouvel ATH aux 118 000. Donc, je m'en sécuriserai, si vous voulez, à ce moment-là. Donc il n'est pas utile de risquer toute la position, seulement une partie. Mais je mettrai en jeu 10% et je risquerai 6-7% de mon portefeuille. Pour derrière, eh bien, un ratio voilà, un ratio jusqu'à 4 fois ma mise, avec un levier de 5 sur cette position. Tous les 20%, je fais 100%. Donc en fait, ça voudrait dire que je ferais quelque chose comme 280, 250, 280%. Voilà, je m'attendrais à faire quelque chose comme 250, 280% sur ce trade-là. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est le jeu des effets de levier. Ça démultiplie le risque, ça réduit votre marge de manœuvre, et en fait, quand le trade part dans le bon sens, eh bien vous décuplez vos gains. Donc là, moi, le cours, il ferait quelque chose comme 60%, moins 60%, moins 58%, ok. Mais moi, je ferais plus de 150%. Parce que j'aurais mis un effet de levier de 5. Je ferais 5 fois. 5 fois la performance. Et comme je suis orienté vers le bas, et ben, au lieu d'être dans le rouge, je serais dans le vert. Bon. Voilà tout. Voilà tout, voilà tout. C'était la mise à jour. Donc on augmente les probabilités d'avoir un rebond ici. Ok. Quoi qu'il arrive, on reste dans le scénario de l'année 2026 baissière. Voilà tout. Ok. Allez, je laisse là-dessus. N'hésitez pas à me faire un retour sur les commentaires, sur ce que vous en pensez. Le début de la vidéo, c'était... voilà, j'ai fait le script parce que c'était important que ce soit logique, concis, que vous puissiez comprendre. Donc j'ai lu. Et j'ai pas voulu que vous me voyiez en train de lire, donc j'ai un peu caché ma tête. Et là, sur cette fin d'analyse, il est bien que vous voyez mes émotions. J'ai complètement oublié d'ailleurs que j'étais en train de me filmer. C'est bien que vous voyez mes émotions. Au moins, vous voyez que je suis pas en train de vous dire n'importe quoi, que je suis pas en train de lire et que vraiment je vous donne les analystes et que je le sente et que je le vois. Voilà. Donc, j'ai bien envie de le tester, ce trade-là, ce premier trade-là. Donc, non pas avec 10%, mais ne serait-ce qu'avec un 1% de mon portefeuille sur lequel je vais risquer 0,6, 0,7% de ma position, ou peut-être 100% de la position, donc 1%, c'est rien du tout. Un petit trade à 1% du capital. Ah, histoire de se chauffer, histoire d'être cohérent avec ce qu'on dit. Moi, je ne l'avais pas fait la fois dernière, parce que je trouvais que c'était trop impulsif, qu'il manquait de structure. Là, je vois que quand même, je vois que je commence à avoir de plus en plus de raisons de le faire. On a un W là, on a un grand W ici, enfin un grand W relatif. On a un nouveau petit W là qui est en train de se faire. Donc c'est des figures chartistes qui sont tradables. Et je veux dire, voilà, on a un canal, on peut au minima venir chercher ce canal si on l'étend. Eh bien, on arriverait dans la zone attendue au début de février. Voilà, le 1er février, en suivant cette tendance, on est en plein milieu de l'objectif d'entrée du trade. Celui-ci. Vous voyez? Donc, niveau du timing, ça suit. Au niveau de l'histoire, de la cyclicité de l'histoire et surtout de l'historique des bougies, du rebond technique, voilà, le momentum, la localisation, la structure, tac, on attend mouvement haussier qui viendrait donc compléter l'historique des bougies annuelles qui ne vont pas que dans un seul sens, qu'à un moment donné, on a un petit peu de latence inverse et hop, ensuite on enfonce, ok. Tout est logique. Donc c'est vrai que franchement, pour cette nouvelle année, j'ai bien envie de me le faire. J'ai bien envie de le faire. Donc là, je vais prendre du temps pour réfléchir. Vous voyez, qu'est-ce que... Maintenant, l'effet de levier, parce que forcément, j'ai un effet de levier à prendre. Euh, je vais chercher quelque chose donc qui s'avoisine au 20%. 20%, en effet de levier de 5, je fais 100%. Alors maintenant, mon niveau de risque, lui, je me fais liquider. Je coupe ma position à -3. Je pourrais peut-être booster l'effet de levier. Tu vois ce que je veux dire?
à moins 4, donc c'est un 25, un fois 25. Donc là, on n'est plus à un effet de levier de 5. En fait, c'est plus un effet de levier de 20-25 qu'il faudrait. Parce qu'à 4, moins 4%, je fais donc 25 fois la performance du marché, en effet de levier de 25. Donc 4 fois 25, 100%. Je ne peux pas perdre plus de 100% de ma position. Moi, j'autorise à perdre mon 1%. Là, vu que c'est un petit trade court terme, admettons, je ne sais pas. Imagine, j'ai 10 000 dollars. J'ai 10 000 euros. 1% de 10 000, c'est 100 euros. À l'issue de ce trade, soit je perds 100 euros, ok, soit, soit, tac, je fais 25 fois la performance, 25 fois x 20, 25 fois 20 fois 20%, 25 fois 20, 500%. Donc, ces 100 balles, je les transforme en 600 balles. Parce qu'à 100%, je fais x2. 200%, j'aurais fait x3. 300%, j'aurais fait x4. 400%, j'aurais fait x5. 500%, j'aurais fait x6. Faites le calcul. Donc, je risque 100 pour en gagner 600. Ça se joue. Sur un capital de 10 000, ça se joue. Je veux dire, demain, vous perdez le trade, vous êtes à 9 900. Bon, ben voilà, vous êtes là pour investir. Mais le but, c'est d'investir intelligemment, de trader intelligemment. Risquer 1 pour gagner 6, c'est un pari qui se fait, surtout quand il est étudié. Donc je pensais clôturer la vidéo, au final je vous fais un cours bis. Ça se fait les gars. Ok, ça se fait. Donc m'en voulez pas si le trade n'est pas bon. Surtout, remerciez-moi si vous le tentez et que vous n'avez pas envisagé de le faire de façon mesurée. Ok, risquez 1 pour gagner 6, mais le 1, qu'est-ce qui correspond? À quoi il correspond pour votre capital? Ha. Si vous mettez 100%, les gars, désolé, c'est pas de ma faute. Si vous mettez 20%, désolé, c'est pas de ma faute. Moi, je vous ai donné sur ce petit trade-là, qui vaut pas vraiment le coup, c'est juste une histoire de déjà se faire la main, ok? De comprendre comment on trade, de comprendre comment, même si j'avais dit qu'on ne ferait pas de trade, on ne fait pas de trade ici pour jouer ce genre de choses. On fait des trades vraiment pour driver la logique de l'histoire. On attend le rebond, ok, paf, le rebond. À ce rebond-là, on attend la progression, la poursuite de la phase baissière. Et c'est un rebond de 20%, mine de rien. Ici, vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser des effets de levier. Pour un horizon de 20%, vous pouvez le faire avec votre capital, en 1 pour 1. Vous avez 20% quand même. Mais bon, 20% de 10% de votre capital, au final, vous allez faire une évolution de 2% sur votre capital total. C'est... Voilà, il faut avec un effet de levier, comme on l'a vu, bah, au final, c'est un 6% de capital total qu'on fait progresser. Vous risquez 1%, vous en gagnez 6, voilà, vous faites sur 10 000 dollars, vous gagnez 600 dollars. C'est pas rien, les gars. C'est pas rien. Vous ouvrez l'année avec un trade à plus 600, si vous avez 10 000. Si vous avez 1000, c'est un trade à plus 60. Voilà, c'est relatif. C'est une question de relativité. Alors, avant de clôturer la vidéo définitivement, oui, on a quelque chose de propre, les gars. Ouais, on a quelque chose de propre. J'ai pas enfin, c'était un risque quand je dis ça, parce qu'il y a toujours une chance que je me trompe. Mais regarde, pour conforter. Moi, là, j'essaie de me conforter. Cette tendance-là, ok, elle bloque le cours ici. Elle bloque le cours ici. Elle rebloque le cours ici. Elle a bloqué le cours ici. Paf, ici, on break. On revient prendre appui dessus. On passe du temps en dehors. On poursuit cette tendance de support-là. Ici. On bloque le cours ici. On bloque le cours ici. On bloque le cours ici. Donc on n'est plus sous la coupole, sous la joute de cette tendance-là. On est maintenu par cette tendance-là et on évolue dans un canal, celui-ci. On se donne rendez-vous là-haut. On se dit janvier 2026, c'est un moment de rebond. Ou vers février, mars, par là, bah en fait, on est totalement dans les clous de respecter cette tendance-là et de se retrouver février, mars, là-haut. De stagner un peu ici et d'enfoncer. Le momentum, on l'a vu, il est au plus bas, alors qu'on vient d'enclencher seulement la phase baissière. Il est déjà très bas, donc il faut le faire respirer, il faut qu'il reprenne un petit peu de hausse.
Et au niveau de la localisation, eh ben, on n'est pas haut, on est plutôt bas à court moyen terme. Donc pour avoir un rebond, ça serait logique. Ok. Envisager un rebond ici, c'est logique. Sur quoi? Sur une structure. Quel type de structure? Quel type de structure? Eh bien celle-ci, le bear flag. Le bear flag. Cette structure-là. On peut retrouver d'autres structures. Et donc également, structure de retournement de tendance court terme. Pop, 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 pop. Avec donc ce qu'on appelle les bottoms. Ok, on attend de faire ce genre de choses. Et un bottom dans un bottom dans un bottom, où là on a un autre W. Voilà, c'est des confluences. Ok, c'est des confluences. Voilà tout. Et c'est là où je vais vous laisser. C'est là où maintenant vous avez les clés, vous avez toutes les informations. Soit vous tentez ce petit cours, déjà, on va faire en entonnoir. Du plus large au plus précis. Petit 1, sécurisez-vous les gars. Alors, petit 1, si vous avez foi en mon scénario, rendez-vous dans... Vous savez ce qui vous attend, déjà. L'année 2026 va être sanglante. Donc, soit vous sortez maintenant du marché, compte tenu de mon analyse, de ce que moi je fais pour moi-même, et que je tente à vous expliquer, ce n'est pas un conseil. Si vous avez foi en ce que je dis, soit vous sortez maintenant, peu importe s'il y a un rebond à court moyen terme. Ok. Vous sortez maintenant, puisque vous aussi, vous considérez que l'année 2026 va donc être baissière. Dans ces cas-là, vous vous sécurisez, depuis aujourd'hui, vous vous sécurisez d'un moins 60, 50, 40, 50%. Ok. Aujourd'hui, c'est déjà un moins 50% que vous sécurisez. Ça, c'est le premier palier. Le deuxième palier, c'est OK, je suis toujours exposé sur les cryptos. Il se peut qu'on ait un rebond, que j'aille récupérer un peu plus de perf. Je sortirai à ce niveau-là. Et donc, au final, c'est un, par rapport à une perte, à un gain latent à ce moment-là, puisque je décide de rester. Au lieu de conserver mes positions, je sortirai à ce niveau-là. Ben, finalement, par rapport à ce timeline, ben, c'est un moins 57%, un moins 60% que j'évite quand on sera à ce niveau-là. Ok. Ça, c'est le deuxième palier, la personne qui a envie de driver un peu le marché. Troisième palier, c'est qu'en sortant à ce niveau-là, eh ben, vous décidez de rentrer. Ou qu'en sortant à ce niveau-là, vous décidez également de rentrer, en mesurant votre risque. Ça, c'est le troisième palier. Quatrième palier, c'est de driver cette hausse-là pour driver la prochaine. Vous voyez, on est sur des niveaux de paliers j'ai envie de dire, des personnes téméraires, qui refusent d'être inactifs. Et donc, palier à palier, vous êtes de plus en plus actifs. Palier numéro 1, je décide d'être actif, j'ai un scénario, je le suis, je sors maintenant. Palier numéro 2, j'ai pris en compte le scénario, il se peut qu'on ait un rebond technique, j'agis en fonction là. Scénario numéro 3, palier numéro 3 d'activité sur le marché. Je sais qu'il va y avoir un palier. Je drive le palier, je sors tout là et je drive la prochaine baisse. Niveau d'activité. Celui qui est inactif, eh ben, il est dans deux camps. Soit il prend une hausse, soit il se mange la baisse. Et compte tenu de ma vision, il a de fortes chances de se manger la baisse. Donc aujourd'hui, vous avez plus intérêt à être un minimum actif. Au moins le palier 1, je vous conseille le palier 2. Le palier 1, c'est le bon père de famille. Le palier 2, c'est celui qui a envie d'optimiser un petit peu ses performances. Le palier 3, là, on rentre un petit peu dans les trades. Et il faut être logique sur sa stratégie. Voilà tout. Allez, je coupe là. Sinon, ça va durer des heures et des heures. Je peux vous en parler pendant des heures et des heures. Essayez de revoir ce que je viens de vous donner. Posez-le vous. Essayez de comprendre pourquoi il m'a dit ça, faire les calculs avec les effets de levier. Si je multiplie par 5 ou par 20 la performance, ça veut donc dire que, retenez une chose, vous pouvez jamais perdre plus que ce que vous ouvrez en trade. Je parle en effet de levier. Les plateformes ont interdiction de vous endetter. J'ouvre un trade à 100 balles, le cours il descend, je ne peux pas tomber à moins 101, moins 102, moins 150, moins 200 et de devoir donc la différence à la plateforme. Zéro. Vous perdez 100 balles et ça s'arrête là. Donc essayez de comprendre. Quand vous mettez un effet de levier de 5, je multiplie par 5 les performances. Donc je fais 5 fois plus que le cours quand il va dans mon sens. Et je fais 5 fois plus que le cours quand il va pas dans mon sens. Donc si je fais 5 fois plus, en fait, je ne suis pas liquidé
À moins 100%, je suis liquidé à moins 20%, parce que moins 20 fois 5, ça me donne les moins 100 de ma position. Ok, faites-vous les schémas. Faites-vous ça, les produits en croix, et essayez de vous faire vos analyses. Ok, je cherche une localisation, je cherche une structure de prix, je cherche un momentum. Ça me donne donc de bonnes raisons de rentrer en trade. Quel est le scénario global? Ok, je suis en corrélation. Paf, ce petit trade, je peux le tenter. Allez, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Je sais pas si ce week-end je pourrai. Putain, je dois m'acheter une connexion pour le début de l'année. Donc il se peut que je sois décalé, que je reprenne la vidéo, que je fasse la prochaine vidéo, qu'on se retrouve en cours. Je sais pas où on sera. Mais en tout cas, ça va être difficile. Il faut que j'achète une box là pour ce début d'année, que je la fasse livrer, etc., etc., etc. Bon, bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était très intéressant. Je vous remercie. Ciao, ciao.